Bien, bon après-midi, merci d'être là. Je suis heureux que nous soyons quand même assez nombreux pour cette séance. Et je suis heureux de voir des amis qui n'avaient pas été là. Alors je vais faire un petit rappel pour situer où nous en sommes. Très rapidement, nous avons discuté le point de savoir pourquoi l'universel était devenu apparemment un problème à partir d'un certain nombre de titres qui tous s'interrogent sur l'universel. Et le point où nous en sommes, c'est celui qui consiste à dire que nous vivons un moment historique qui est celui des décolonisations, celui de ce qu'on appelle le post-colonial. Et ce moment historique correspond également à un moment philosophique où l'universel devient une question. Le moment historique en question, nous en avions parlé très rapidement et j'y reviens en cette séance, c'est Bandung. L'idée étant que la fameuse conférence de Bandung de 1955, symboliquement, marque le moment historique des décolonisations. Et donc, la question de l'universel se posera en réaction à cette conférence de Bandung, dont on peut penser qu'elle signifie l'irruption du pluriel sur la scène de l'histoire, pluriel qui n'avait pas été présent sur une scène qui, tout naturellement, était considérée comme étant la scène européenne. Alors, voilà en gros où nous en sommes. Et pour cette session 4, cette quatrième session, je voudrais qu'on revisite ensemble Bandung et qu'on s'interroge sur ce que j'ai appelé l'esprit de Bandung et l'universel de traduction. L'universel de traduction étant la réponse, ou l'universel latéral étant la réponse que nous allons discuter de Merleau-Ponty, du philosophe Maurice Merleau-Ponty, à cette situation du pluriel dans le monde, alors que nous avions vu en lisant Emmanuel Levinas la dernière fois, l'Emmanuel Levinas de l'humanisme de l'autre homme, comment il avait, lui, exprimé l'idée d'un exceptionnalisme européen et d'une verticalité nécessaire de l'universel, se gaussant de l'expression utilisée par Merleau-Ponty d'universel latéral. C'est ce que nous allons voir. Ceci, c'est très général. Nous allons regarder cela de plus près. Alors, pour l'instant, je voudrais présenter un certain nombre de textes qui nous parlent précisément de cet esprit de Bandung, de ce moment philosophique que l'on peut identifier à la conférence de Bandung de 1955. Voici un texte de Léopold Sédar Senghor sur la signification de Bandung. Si le congrès de la Fédération des communistes, dit-il, qui eut lieu à Londres en novembre 1847, fut, avec la publication du manifeste communiste, l'événement le plus significatif du XIXe siècle, la conférence de Bandung, tenue en 1955, peut être considérée sans contredit comme son pendant au XXe siècle. L'analyse découvre, ici et là, une aliénation semblable. C'est Senghor qui souligne aliénation. Les prolétaires, essentiellement les ouvriers du XIXe siècle, étaient des hommes aliénés de leur humanité. Les colonisés du XXe siècle, les hommes de couleur, sont aliénés plus gravement encore. Aux aliénations économiques s'ajoutent d'autres, aliénation politique, aliénation sociale, aliénation culturelle. Il en résulte ici et là souffrance physique et souffrance morale, misère et conscience malheureuse qui naît, cette dernière, d'un sentiment de frustration. D'où, ici et là, révolte et lutte pour supprimer la situation présente et transformer le monde, ce sont des citations évidemment de Marx, en rétablissant l'équilibre naturel. S'agissant des peuples de couleur, on a très justement parlé de révolte contre l'Occident. Je voulais commencer par ce texte d'un auteur post-colonial, d'un sujet colonial, sur la signification qu'a eu ce moment historique, devenu moment philosophique, de la conférence de Bandung 1955. Rappel, 29 pays africains et asiatiques se retrouvent et condamnent le colonialisme et puis l'apartheid qui s'était mis en place en Afrique du Sud à ce moment-là. J'y reviens dans un second texte que je vais vous présenter.
Ce qui est important ici, c'est que Senghor, jugeant ce moment de Bandung, cette conférence de Bandung, l'identifie à une sorte de sortie d'aliénation. Et aliénation est un concept central dans la réflexion de Senghor. C'est d'ailleurs le concept qui, selon lui, devrait aussi rester au centre de la pensée socialiste, de la pensée de Marx. Senghor souligne ici le terme d'aliénation parce qu'il considère d'ailleurs que le marxisme est avant tout une philosophie de l'aliénation, que la décolonisation, c'est une désaliénation de ce point de vue. Je reviendrai à un moment donné, je crois que c'est la session, pas la 5, mais probablement la 6 ou la 7, sur le socialisme africain chez Senghor comme forme d'universel justement. Et je reviendrai sur cette question d'aliénation. Mais pour l'instant, je voulais dire la chose suivante. Lorsque Senghor lit Marx, à la différence de beaucoup de penseurs du marxisme, dont en particulier celui qui fut notre maître à certains d'entre nous ici même, Althusser, il ne pense pas que Marx doive être partagé, la pensée marxienne doit être partagée entre celle d'un jeune Marx, dont les écrits auraient été la préhistoire du marxisme, et d'un Marx accompli, le Marx du Capital, dont les écrits auraient établi véritablement la signification du marxisme, et en particulier la signification du marxisme comme science. Senghor donne toute son importance au concept d'aliénation qui précisément est central dans la pensée du Marx d'avant 1844, celui qu'on appelle le jeune Marx. Vous le savez, la plupart des écrits de Marx sont une sorte de révolte éthique contre l'aliénation de l'humain, le travailleur humain aliéné par le produit de son travail, aliéné dans sa séparation d'avec les autres humains et aliéné d'avec sa propre humanité. Dans les écrits du Marx postérieur, ce terme, s'il ne disparaît pas complètement, va avoir beaucoup moins d'importance évidemment, et comme l'a écrit Althusser en particulier, il va être remplacé par celui de plus-value. Et on peut voir en quoi cette idée s'est imposée que le Marx, philosophe et moraliste et éthique, avait été remplacé par le Marx plus scientifique, parce que l'aliénation, ça ne se mesure pas, tandis que la plus-value, je peux la mesurer. Je peux dire, je vous fais travailler pour une valeur de 100, je vous donne 80, il y a une plus-value de 20. Tandis que l'aliénation, ma foi, c'est un concept qui reste indéfini sur ce plan-là. Eh bien, la pensée de Senghor a toujours été que l'aliénation devait être au centre de la réflexion de la philosophie politique au XXe siècle. Et en particulier, c'est ce qui faisait, et ce qu'on voit dans ce texte, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par lui, ce qu'il voit comme étant le lien, le dénominateur commun entre le XIXe siècle qui aura été le siècle du manifeste communiste contre l'aliénation des prolétaires et le XXe siècle, en particulier la conférence de Bandung, qui aura signifié le combat contre l'aliénation des hommes de couleur, comme il dit, ou des peuples colonisés. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel un penseur comme Senghor a compris la signification de Bandung, raison pour laquelle j'ai commencé par ce passage-là. Maintenant, j'ai tenu également à mettre en regard du texte précédent où Senghor se prononce sur l'esprit de Bandung, ce passage-ci qui est écrit plus tard et qui s'adresse à une période postérieure. C'était l'argument essentiel des colonisateurs, dit Senghor, il fallait nous ouvrir au progrès à la lumière de la civilisation. Naturellement, progrès et civilisation ne pouvaient être qu'européens. Au demeurant, ce problème de la civilisation a été au cœur du débat institué au colloque de Rome qui s'est tenu en février 1960 entre la Société européenne de culture et la Société africaine de culture.
Les Européens ont émis la prétention d'avoir les seuls pensé la civilisation au niveau et à la dimension de l'universel. De là à soutenir que la civilisation européenne s'identifiait à la civilisation de l'universel et qu'à ce titre, elle devait être adoptée comme civilisation universelle, il n'y avait qu'un pas qui avait déjà été franchi depuis plusieurs années. Nous n'eûmes pas beaucoup de peine à démontrer que chaque civilisation exotique avait elle aussi pensé à la mesure de l'universel, que le seul mérite de l'Europe sur ce point avait été, grâce à ses conquêtes et à ses techniques, de diffuser sa civilisation par le monde. La raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, pour le mettre en regard de celui où il parle de l'esprit de Bandung et de la révolte du reste du monde, donc des peuples africains et asiatiques contre l'Occident, c'était pour rappeler que cette révolte n'était pas la révolte des particularismes contre l'universalisme. Il est important de noter dans un texte comme celui-ci l'idée qu'une civilisation de l'universel suppose que toutes les cultures du monde elles-mêmes aient pensé à la mesure de l'universel comme il le dit. Autrement dit, l'idée que l'on se fait d'un universalisme qui serait agressé par des particularismes est une idée qui ne correspond absolument pas au fond à ce qu'il en est de la pensée dite post-coloniale. L'idée qu'une culture affirme sa propre particularité tout en reconnaissant l'universel est illogique si on y pense. L'idée que je reconnais l'universel mais que contre cet universel j'affirme ma particularité, cette idée est absolument absurde. Donc, penser que la question de l'universel telle qu'elle est posée par le moment historique de Bandung et le moment philosophique correspondant à Bandung, ce que j'ai appelé cette irruption du pluriel du monde sur la scène de l'histoire, c'était l'irruption des particularismes qui se lanceraient à l'assaut de la citadelle de l'universel, cela ne correspond pas à ce que dit ce texte-ci, qui nous rappelle qu'une culture humaine, une civilisation humaine, en tant qu'elle est civilisation et en tant qu'elle est humaine, pense toujours à la mesure de l'universel. Je crois que la meilleure manière de comprendre ceci, c'est par exemple de faire une analogie avec ce que dit Sartre lorsque il parle de valeurs universelles et qui présideraient à nos choix moraux. On a toujours dit que, et c'est d'ailleurs la réponse que fait Sartre au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand il fait cette fameuse conférence sur l'existentialisme est un humanisme, où il répond en particulier à l'objection selon laquelle une philosophie comme la sienne est incapable de se donner des valeurs qui soient universelles. Et Sartre, pour s'en défendre, dit que chaque choix que je fais, lorsque je m'invente moi-même dans les choix que je fais, je les fais toujours au nom d'une valeur que je propose comme valeur humaine, comme valeur universelle. Je fais cette analogie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'essaie de faire comprendre simplement cette idée qui est énoncée ici par Senghor, selon laquelle il ne s'agit pas, dans cette révolte, ce qu'il a appelé une révolte contre l'Occident, encore une fois, de combattre un universel au nom de sa particularité, mais d'affirmer que si civilisation de l'universel il y a, cette civilisation de l'universel n'existera que dans chaque visage que les cultures humaines donnent de l'aventure humaine. Autrement dit, dire que toutes les civilisations ont pensé elles-mêmes à la mesure de l'universel, c'était dire que la rencontre des cultures, la manière dont elles vont désormais forger ensemble un universel qui succédera à cet universalisme européen, cette idée qu'elles puissent se rencontrer pour forger ensemble l'universel présuppose que chacune d'entre elles ait pensé déjà à la mesure de l'universel. Vous ne pourrez pas aller à l'universel avec des additions de particularisme, mais avec des visées concurrentes et convergentes, si je puis dire, de la même universalité d'une certaine façon. Voilà pourquoi j'ai pensé que ce texte-là était important pour lire ensemble à la fois la signification que Senghor donne de la fameuse conférence de 1955 de Bandung et l'affirmation
qu'il ne s'agit absolument pas, avec la fin de l'universalisme européen marqué par la conférence de Bandung, de renoncer à l'universel ou d'attaquer l'universel au nom de la différence, au nom du particularisme, mais au contraire d'affirmer qu'il s'agit pour le monde d'aller vers ce qu'il appelle une civilisation de l'universel qui ne saurait être une civilisation universelle. Je reviendrai sur ce point-là, encore une fois, à la session où je parlerai de manière plus précise de Senghor, ce qui n'est pas mon objet ici, mais je vais simplement, en anticipant, dire une chose. Cette expression de civilisation de l'universel, elle lui vient du père Pierre Teilhard de Chardin, le philosophe, le prêtre Pierre Teilhard de Chardin, et de sa notion d'une convergence panhumaine qui ferait une union de l'humanité, une sorte de communauté terrestre, ce qu'il appelle la planétisation de la Terre, mais qui ne serait pas une homogénéisation. Au contraire, il s'agit, dit Pierre Teilhard de Chardin, d'avoir dans cette convergence, dans cette union, née, comme il dit, de la compression de nos corps et de nos intelligences, parce que nous sommes de plus en plus nombreux et nous sommes rapprochés, constate-t-il, sur une même terre, la totalisation, la socialisation de la terre, comme il l'appelle, mais en précisant bien que cette union n'est pas une homogénéisation, que la civilisation de l'universel n'est pas une civilisation universelle. Au contraire, dit Teilhard de Chardin, l'union dissocie, ce qui semble être un paradoxe. Mais la véritable union, dit-il, est une union qui également personnalise les termes qui se retrouvent dans cette union. Et pour donner un exemple qui nous parlera peut-être plus, davantage, le père Pierre Teilhard de Chardin indique que c'est la même chose qu'on voit dans un couple ou une équipe. On est à la fois unis et cette union elle-même accentue en quelque sorte les personnalités qui entrent dans cette union. Voilà comment le modèle de civilisation de l'universel que se donne Teilhard de Chardin, c'est à ce modèle-là que fait allusion ici Senghor, une rencontre qui n'est pas l'homogénéisation, l'effacement des différences, mais le creusement, l'accentuation de ces différences en même temps que ces différences entrent dans une union totalisante. Voilà un peu le modèle qu'il a à l'esprit. C'est ce modèle-là qui est exprimé dans cette opposition qu'il établit entre la civilisation de l'universel et la civilisation universelle. Mais encore une fois, j'y reviendrai quand je parlerai de manière plus précise de Senghor. Maintenant que je sais comment on fait cela, je vais d'un geste noble passer à mon texte C. Alors là, nous passons du temps de Senghor et du post-colonial senghorien à ce que l'on appelle le décolonial, des termes qui circulent beaucoup en ce moment alors qu'on n'est jamais sûr véritablement de ce qu'ils signifient. Ce texte est écrit par un des grands pionniers de la pensée dite décoloniale, Walter Mignolo, vous avez sans doute entendu son nom. Il a été publié en 2013 et lui aussi se prononce sur la signification historique et philosophique ou épistémologique de Bandung. La modernité, la postmodernité et l'altermodernité sont historiquement issus des Lumières et de la Révolution française, écrit-il. La décolonialité naquit lors de la conférence de Bandung en 1955. 29 pays asiatiques et africains y participèrent. L'objectif majeur de la conférence était d'établir un terrain d'entente et la vision commune d'un futur qui ne soit ni capitaliste ni communiste. La voie de la décolonisation était ouverte. Il ne s'agissait pas là d'une troisième voie à la Giddens, mais d'une sortie de deux macro-récits occidentaux. J'ai écrit macro-récits. Bon. Lors de la conférence des pays non alignés à Belgrade en 1961, plusieurs nations latino-américaines joignirent leurs forces à celles des États asiatiques et africains. 1961 fut aussi l'année de parution des Damnés de la Terre de Frantz Fanon. J'ai écrit, il faut un T. Bon. Les fondations politiques et épistémiques de la décolonialité s'établirent en 55 ans. Donc, sur cette durée de 55
je ne sais pas pourquoi 55 ans d'ailleurs, c'est établi en 55 ans. Le texte est authentique. Donc, je vais vérifier le contexte pour savoir exactement pourquoi il dit 55 ans. Mais enfin, c'est intéressant ici de voir, on a l'habitude d'associer la décolonialité à l'Amérique latine, à l'Amérique du Sud, et le post-colonial plutôt à l'Inde, l'Afrique, etc. Ici, on voit Walter Mignolo se concentrer davantage sur Bandung, 1955. La pensée décoloniale en général est une pensée qui fait davantage référence à une période de l'histoire, à une période coloniale qui commencerait en 1492 en Amérique latine et pas la période coloniale qui est plutôt la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle pour ce qui concerne la seconde colonisation européenne du reste du monde. Et 1492, on se le rappelle, c'est la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Les Indiens qui habitaient là avaient déjà découvert l'Amérique, bien évidemment. C'est aussi, 1492, c'est aussi le moment où l'Europe fait passer les musulmans d'Andalousie, le dernier moment où les musulmans encore présents à Grenade passent la Méditerranée et se retrouvent en Afrique du Nord avec aussi beaucoup de Juifs qui ont quitté en même temps. C'est donc l'année de la Reconquista. Et en général, la différence que l'on établit entre ces deux termes de postcolonial et de décolonial, c'est de considérer qu'il s'agit de ces deux colonisations, celle qui a commencé en 1492 et celle qui a commencé en 1884 avec la conférence de Berlin. Ici, il est un auteur de la décolonialité qui établit que la conférence de Bandung, symboliquement et véritablement, ce moment du décolonial, comme il l'est du postcolonial également. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. La troisième voie à la Giddens dont il parle ici, il s'agit de Anthony. Il s'appelle Anthony. Anthony Giddens du Labour Party, qui est célèbre pour avoir essayé d'inventer une troisième voie au-delà de la gauche et de la droite en Angleterre, dans le parti du Labour. Et c'est en 1994 qu'il avait écrit un livre intitulé Beyond Left and Right. C'était pas la gauche et la droite en même temps, c'était au-delà de la gauche et de la droite. Troisième point que je voulais évoquer également pour caractériser ce que j'ai appelé cet esprit de Bandung à partir de cet extrait, l'idée qu'il s'agit que le décolonial a à voir avec le non-alignement. Parce que c'est ce que construit ici Walter Mignolo, l'idée que la décolonialité signifie ne s'aligner ni sur le capitalisme ni sur le communisme, mais inventer une troisième voie, qui ne soit pas cette voie à la Giddens, mais cette troisième voie dont il dit qu'elle est la voie du non-alignement, puisque 1955 aura préparé alors 1961, la conférence qui se tient à Belgrade, et 1961 devient aussi la date de parution des damnés de la Terre. Enfin, ces rapprochements qui font de la date de 1961 le pendant un peu, l'écho de ce qui s'est passé en 1955. D'ailleurs, par parenthèse, on voit l'idée de non-alignement qui avait fondu dans notre géopolitique renaître aujourd'hui à l'occasion de la guerre Ukraine agressée par la Russie, puisque on estime que c'est les pays du sud global, comme on l'appelle, qui ne condamnent pas la Russie ou qui s'abstiennent de condamner la Russie, évoquent à ce propos un non-alignement, ce qui est un anachronisme parce que ce n'est pas le non-alignement de 1961, bien évidemment.
voilà les remarques que je voulais faire sur cet esprit de Bandung. Maintenant, je reviens à un des textes que j'avais déjà présenté, mais très rapidement, nous ne l'avions pas discuté, qui était le texte d'Emmanuel Levinas dans Humanisme de l'autre homme. La logique de ce passage, pourquoi je passe de l'esprit de Bandung à Emmanuel Levinas? Parce que précisément, il représente la réaction, au sens quasiment politique, à cette irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. Le texte d'Emmanuel Levinas, Humanisme de l'autre homme, dans beaucoup de ces passages, est une réaction à cette décolonisation symbolisée par la conférence de Bandung. Je ne vais pas lire la totalité du texte, j'ai pris un passage assez long, mais je voudrais lui rendre une certaine justice, parce que j'ai été récemment interrogé sur le fait que je m'opposais, je considérais que Levinas était presque un raciste. C'est pas vrai, il faut pas aller dans cette direction-là, il faut essayer quand même de comprendre un peu sa manière de s'opposer, d'affirmer l'exceptionnalisme européen et d'estimer que l'universel ne saurait être qu'européen. C'est cette idée sur laquelle il insiste, que le sens doit être absolument dégagé des cultures. Il est extrêmement important, dit-il, d'insister sur l'antériorité du sens par rapport aux signes culturels, rattacher toute signification à la culture, ne pas distinguer entre signification et expression culturelle, entre la signification et l'art qui prolonge l'expression culturelle, c'est reconnaître que toutes les personnalités culturelles réalisent au même titre l'esprit. L'exceptionnalisme européen, l'universalisme européen est réaffirmé de manière très claire. Ce propos nous indique que les personnalités culturelles ne peuvent pas réaliser au même titre l'esprit. S'il y a une personnalité culturelle, s'il y a une civilisation, s'il y a une province du monde où l'esprit s'est incarné, ça ne peut être que l'Europe. Ceci est clair. Donc, l'idée d'un européocentrisme philosophique est absolument évidente dans le texte. Alors, mais on voit d'où vient également cet argument, d'où vient cette notion et l'insistance qui est la sienne sur le fait que l'idée que les significations sont toujours embarquées dans les cultures, font partie des cultures, qu'une signification, que le sens avec S majuscule ne peut pas se dégager d'une culture mais reste toujours inscrit dans la culture, c'est le point de départ de sa réflexion sur la relation qui peut exister entre la civilisation ou la culture européenne et les autres cultures du monde. Désormais, aucune signification ne saurait se détacher de ces innombrables cultures pour permettre de porter un jugement sur ces cultures. Désormais, l'universalité ne saurait être que latérale, selon l'expression de Merleau-Ponty. Cette universalité consisterait à pouvoir pénétrer une culture à partir d'une autre, comme on apprend une langue à partir de sa langue maternelle. Alors, l'idée ici que notre monde, le monde après Bandung, signifie un aplatissement sur la seule horizontalité, qu'il n'y a plus de verticalité s'il n'y a plus cet exceptionnalisme européen. S'il y a une désoccidentalisation dans le monde, cette révolte contre l'Occident dont parlait Senghor dans le premier texte que je vous ai cité, cette révolte contre l'Occident ne pouvait signifier dans l'esprit d'Emmanuel Levinas qu'une seule chose, la dimension de la verticalité, qui est la seule dimension universelle qui soit, est désormais inexistante puisque seule une dimension d'horizontalité existe. Les cultures sont placées côte à côte dans une équivalence qui fait désordre, si vous me permettez cette expression. En gros, c'est ce qu'il dit. Il faudrait renoncer. Alors, comme on apprend une langue à partir de sa langue maternelle, quand nous lirons le texte de Merleau-Ponty auquel il fait allusion, on verra pourquoi cette image de la langue, qui est effectivement l'image qu'emploie Merleau-Ponty. Il faudrait renoncer à l'idée d'une grammaire universelle et d'une langue algorithmique bâtie sur l'ossature de cette grammaire.
Aucun contact direct ou privilégié avec le monde des idées n'est possible. Une telle conception de l'universalité traduit en somme l'opposition radicale, si caractéristique de notre époque, à l'expansion de la culture par colonisation. C'est le passage, ce passage-là est celui où le plus clairement il montre en quoi l'expression de Merleau-Ponty d'universalité latérale est une expression qui doit tout au moment historique et philosophique de Bandung. C'est, et Lévinas le voit bien ici, parce qu'il y a désormais un pluriel irréductible du monde, qu'en effet, il semblerait qu'il n'y ait plus de contrat privilégié, c'est-à-dire privilégiant une province du monde avec le monde des idées et l'idée de grammaire universelle. Cultiver et coloniser, se séparer foncièrement, etc. J'insiste sur le point particulier qui est la réflexion sur le langage, la manière dont le texte de Lévinas parle du pluriel des cultures humaines en insistant sur le pluriel des langues que l'on parle. Parce que ceci est, on le verra quand on lira le texte de Merleau-Ponty, il faut les lire l'un à la suite de l'autre. Cela fait allusion à des passages particuliers chez Husserl sur la langue et l'idée de grammaire universelle. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du texte de Merleau-Ponty. En tout cas, ce qu'on peut retenir ici, c'est cette insistance sur la verticalité représentée par Platon. Le vrai ou l'universel, c'est toujours quelque chose qui se situe dans la verticalité. Il faut une dialectique ascendante pour aller vers l'universel, et la seule culture qui se tient à la verticale de cet universel, c'est la culture européenne. Alors, quand je dis rendre cette justice à Lévinas, on se rappellera que Lévinas insiste, et il le fait encore ici dans ce texte, lorsqu'il dit, quand il parle de la générosité même de la pensée occidentale, qui apercevant l'homme abstrait dans les hommes, a proclamé la valeur absolue de la personne et englobe dans le respect qu'elle lui porte jusqu'aux cultures où ces personnes se tiennent et où elles s'expriment. Ce passage est important pour plusieurs raisons. Première raison, il y a, dit-il, une générosité de la culture occidentale, c'est-à-dire que l'exceptionnalisme de la culture occidentale, ça a consisté également à avoir une relation que j'appellerais humanitaire, c'est pas l'humanitarisme de nos ONG aujourd'hui, mais cette relation de générosité vis-à-vis du reste du monde, générosité qui apparaît dans le fait d'avoir créé cette notion de l'homme abstrait. L'homme abstrait qui se retrouve chez lui, comme vous le savez, dans la catégorie du visage. L'autre m'apparaît par son visage, ce visage qui me commande, qui est transcendant et qui me dit « tu ne tueras point », et qui m'interdit évidemment le meurtre, mais qui commande également que ma propre générosité, depuis sa transcendance. Et lorsqu'il dit que la relation aux cultures, ce n'est pas une relation de simple affirmation de l'excellence de la culture européenne vis-à-vis de toutes les autres cultures qui seraient condamnées à n'être que des sous-cultures ou à être inférieures à la culture européenne. L'idée selon laquelle on respectera malgré tout ces cultures, mais en respectant, en étendant le respect que l'on a pour l'humain abstrait à la culture de cet humain. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire que la culture occidentale est excellente, les autres sont inférieurs. Il le dit de toute façon, mais il le déclare malheureusement en général dans des interviews où il a dit pique-pendre des autres. Mais l'idée est quand même celle-là, et qui fait le passage entre l'éthique, la philosophie éthique d'Emmanuel Lévinas, où l'autre, en tant que visage s'imposant à moi, m'imposant sa transcendance, est au cœur de la réflexion, et ce qu'il dit des cultures, en disant que si respect il y a pour les autres cultures, c'est un respect qui part précisément de l'homme abstrait, du visage qui s'impose à moi,
respectant ce visage qui s'impose à moi, je peux à la rigueur étendre ce respect aux cultures, dit-il, où ces personnes se tiennent et où elles s'expriment. Donc le platonisme, s'il est vaincu grâce aux moyens même qu'a fourni la pensée universelle issue de Platon, etc. Alors, en regard de ce texte de Lévinas, je voudrais maintenant mettre le texte de Merleau-Ponty auquel il fait allusion et qu'il a visiblement en vue lorsqu'il écrit ces passages de humanisme de l'autre homme. Voici ce que dit Maurice Merleau-Ponty dans De Mauss à Lévi-Strauss, un texte écrit en 58, je crois, ou 59, en tout cas publié dans Signe en 1960 et Gallimard. L'appareil de notre être social peut être défait et refait par le voyage, comme nous pouvons apprendre à parler d'autres langues. Il y a là une seconde voie vers l'universel, non plus l'universel de surplomb, d'une méthode strictement objective, mais comme un universel latéral dont nous faisons l'acquisition par l'expérience ethnologique, incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Il s'agit de construire un système de référence général où puisse trouver place le point de vue de l'indigène, le point de vue du civilisé et les erreurs de l'un sur l'autre, de constituer une expérience élargie qui devienne en principe accessible à des hommes d'un autre pays et d'un autre temps. L'ethnologie n'est pas une spécialité définie par un objet particulier, les sociétés primitives. C'est une manière de penser, celle qui s'impose quand l'objet est autre et exige que nous nous transformions nous-mêmes. Aussi devenons-nous les ethnologues de notre propre société si nous prenons distance envers elle. Alors, je vous ai dit la dernière fois, je crois vous avoir raconté l'expérience personnelle qui avait été la mienne de la rencontre de ces deux textes, de Emmanuel Lévinas et de Merleau-Ponty. J'avais d'abord lu le texte d'Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, et j'avais été, en le lisant, passablement irrité par cette affirmation d'un exceptionnalisme de l'Europe et la justification de la colonisation. Au fond, ce qu'il dit dans le passage où il dit coloniser et cultiver se sont séparés, c'est de dire, OK, si nous vivons dans un monde où désormais on ne peut plus coloniser tranquille sans avoir des décolonisateurs, décolonisons donc, mais continuons quand même à cultiver, c'est-à-dire faisons en sorte que le monde ne soit pas désoccidentalisé, c'est-à-dire désorienté, et qu'il continue d'être orienté par la verticalité européenne qui est l'incarnation des valeurs universelles issues des Lumières et transportées par la Révolution française. Et donc, c'est ce texte qui avait attiré mon attention sur le texte de Merleau-Ponty dont il se moque, visiblement, en disant Merleau-Ponty qui nous parle d'universalité latérale nous propose un concept totalement oxymorique puisque la seule dimension possible pour l'universalité est celle de la verticalité. Et donc, j'avais été voir ce à quoi il s'opposait et c'est ce qui m'a amené à ce texte que je n'arrête pas de citer dans mon travail parce qu'effectivement, il me semble être l'une des meilleures formulations de la notion d'un universel après l'universalisme européen. D'un universel qui soit ce que Immanuel Wallerstein a appelé un universel vraiment universel et donc que j'appelle aussi ici un universel de traduction. Alors, les points qui me semblent... D'abord, une première remarque très générale sur le fait que cette opposition qu'il y a entre Merleau-Ponty et Emmanuel Lévinas, en particulier sur la possibilité d'énoncer un propos, une énonciation, une notion comme celle d'universel latéral, tient à leur lecture de Husserl. Tous les deux, au fond, trouvent à se justifier d'une certaine lecture de Husserl sur laquelle je vais revenir en citant justement Merleau-Ponty. Mais avant cela, je voudrais caractériser très rapidement l'importance de ce texte et l'importance de cette notion d'un universel latéral qui est un universel qui présuppose un décentrement. Ce texte de Merleau-Ponty est important
parce que c'est un texte qui nous indique que l'irruption du pluriel sur la scène de l'histoire universelle signifie que l'universel désormais à mettre en chantier suppose une première capacité qui est une capacité de décentrement. Là où Emmanuel Levinas appelle à un recentrage, un recentrement sur l'exceptionnalisme et l'universalisme européen malgré tout, parce que sinon nous avons un monde totalement chaotique, un chaos au monde comme dirait Édouard Glissant, mais dans un tout autre sens, parce que, dit-il, nous aurons une sarabande de cultures innombrables et ces cultures, chacune de ces cultures ne se justifiera que dans son contexte propre. Il n'y aurait plus le moindre droit transculturel de juger d'une pratique culturelle. Nous ne pourrons plus, par exemple, dire qu'il faut s'opposer à la mutilation des petites filles, par exemple. À ce moment-là, puisque nous n'avons plus affaire qu'à des contextes et aucune capacité d'un jugement qui serait un jugement transculturel, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, ce recentrement est précisément ce que le texte de Merleau-Ponty ici, ce à quoi il s'oppose. Au contraire, quand il dit que nous sommes aujourd'hui à une époque où un universel de surplomb n'est plus possible, mais il nous faut mettre en chantier un universel latéral, c'est une expérience de décentrement qui permet de comprendre ce que peut être l'universel latéral. Décentrement par le voyage est un décentrement. Décentrement par le fait d'apprendre d'autres langues, le bilinguisme est une forme de décentrement. Je vous ai déjà parlé de cette citation de Goethe qui dit « Si vous ne connaissez qu'une seule langue, vous ne la connaissez pas ». Parce que vous êtes incapable de regarder votre langue du point de vue d'une autre langue. Or, le seul point de vue extérieur à une langue, c'est une autre langue. C'est à partir d'une langue que je peux comprendre le mode de fonctionnement de ma langue et le fait que ce mode de fonctionnement soit particulier. Troisième forme de décentrement, l'ethnologie. Cette ethnologie dont parlait Levinas en disant que justement notre monde aujourd'hui où la signification est embarquée dans les cultures, c'est une sorte de triomphe de l'ethnologie parce qu'effectivement il n'y a plus aucune dimension de verticalité, il n'y a plus que des cultures équivalentes et l'ethnologie participe, la discipline ethnologique participe de cette mise en équivalence de toutes les cultures. On voit en quoi son texte était une réponse au texte de Merleau-Ponty ici, qui parle de l'expérience ethnologique comme précisément d'un décentrement. L'ethnologie n'est plus cette manière qu'aurait la culture européenne de traduire dans ses propres termes les cultures autres pour les connaître, mais, dit Merleau-Ponty, d'abord et avant tout une manière de penser qui est une manière de se décentrer et une manière de se transformer. Une ethnologie qui n'est plus définie par son objet, censé être les sociétés primitives ou les sociétés dites sans écriture. Au contraire, il s'agit, encore une fois, d'un véritable voyage, un voyage qui, comme tous les voyages, comme l'Odyssée le montre, est une manière de revenir à soi et de se décentrer. Aussi, dit-il, conclut-il le passage que j'ai sélectionné, devenons-nous les ethnologues de notre propre société si nous prenons distance envers elle. Ce que nous enseigne l'ethnologie, c'est précisément cela, la mise à distance, le creusement de notre propre identité. Alors, je disais tout à l'heure que, au fond, ces deux manières de voir et qui semblent s'opposer sont deux lectures différentes de Husserl ou deux lectures de deux Husserl. Et je voudrais parler de ces deux Husserl dans les termes qu'utilise Merleau-Ponty justement. Dans un autre texte de Signe, le philosophe et la sociologie, Merleau-Ponty regarde la relation de la phénoménologie husserlienne à l'idée de langage. Cette idée de grammaire universelle que nous avions vu évoquer dans le texte d'Emmanuel Levinas, justement. Rappelez-vous, Emmanuel Levinas disait
si on s'embarque dans cette universalité latérale, nous n'avons plus une grammaire universelle, la possibilité d'une grammaire universelle, nous n'avons plus que des langues, avec aucun moyen de dégager de l'universalité. Et voici ce qu'écrit Merleau-Ponty à propos de Husserl. Parlant de ce rapport social éminent qui est le langage, il pose en principe que nous ne saurions comprendre le fonctionnement de notre propre langue, ni nous détacher des pseudo-évidences qui tiennent à ce qu'elle est nôtre, et entrer dans la connaissance vraie des autres langues, à moins d'avoir constitué d'abord un tableau de la forme idéale du langage et des modes d'expression qui lui appartiennent de toute nécessité s'il doit être langage. Alors seulement nous pourrons comprendre comment l'allemand, le latin, le chinois participent chacun à sa manière à cette eidétique universelle et définir chacune de ces langues comme un mélange en proportion originale des formes de signification universelle, une réalisation brouillée et incomplète de la grammaire générale et raisonnée. Le langage de fait était donc à reconstruire par une opération synthétique à partir des structures essentielles de tout langage possible qui l'enveloppaient dans leur pure clarté. La pensée philosophique apparaissait comme absolument autonome, capable et seule capable d'obtenir la vraie connaissance par recours à des essences qui donnaient la clé des choses. Permettez-moi de simplifier, de résumer ceci en disant, voici au fond ce qu'il en est. Pour connaître les langues, la démarche phénoménologique consiste d'abord à se détacher des langues, y compris celle que je parle, pour aller vers ce qui est indiqué ici comme étant une eidétique universelle, l'idée du langage, et c'est à partir de cette conception du langage que je peux en quelque sorte redescendre vers les langues empiriques et comprendre comment le français, l'allemand, le chinois, le latin, etc. fonctionnent. Et donc, c'est Husserl-là qui estime que la meilleure manière de comprendre le langage est précisément de se détacher des langues, d'en sortir. C'est à cet Husserl-là que Lévinas, au fond, pense lorsqu'il parle d'une grammaire universelle, de la possibilité, de la nécessité d'une grammaire universelle qui serait rendue impossible par un aplatissement de tout sur un même plan d'immanence, mettant toutes les langues sur le même plan horizontal. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus la dimension de verticalité où je peux m'élever à la grammaire universelle, comprendre cette grammaire universelle, cette eidétique universelle, et ensuite seulement, par des variations de cette eidétique universelle, comprendre le mode de fonctionnement des langues empiriques. Donc, de ce point de vue-là, c'est à ce Husserl-là que fait référence la réflexion de Lévinas sur la grammaire universelle. Maintenant, je vais plus loin dans le même texte de Merleau-Ponty sur le philosophe et le sociologue, le philosophe et la sociologie, pardon. Lorsque Husserl, dans la seconde partie de sa carrière, dit Merleau-Ponty, revient sur les problèmes de l'histoire et d'abord sur celui du langage, nous ne retrouvons plus l'idée d'un sujet philosophe, maître des possibles, qui devrait d'abord éloigner de lui-même sa langue pour retrouver en deçà de toute actualité les formes idéales d'une langue universelle. La première tâche de la philosophie à l'égard du langage paraît être maintenant de nous redécouvrir notre inhérence à un certain système de paroles dont nous nous servons avec pleine efficacité, justement parce qu'il nous est présent aussi immédiatement que notre corps. La philosophie du langage ne s'oppose plus à la linguistique empirique, comme une tentative d'objectivation totale du langage à un savoir toujours menacé par les préjugés de la langue natale. Au contraire, elle est la redécouverte du sujet parlant en exercice par opposition à une science du langage qui le traite inévitablement comme une chose. Pardonnez-moi encore une rapide simplification. Voilà qu'il dit, donc Merleau-Ponty, qu'il y a un Husserl un autre Husserl, un Husserl d'une autre partie, d'un autre moment de sa réflexion, qui est cette fois-ci un Husserl qui dit non, il faut considérer les langues empiriques, y compris le fait que je parle moi-même une langue. Les philosophes qui affirment qu'ils examinent tout, qu'ils ne prennent jamais rien pour argent comptant à moins de l'avoir examiné, etc.,
oublie en général d'examiner le fait qu'ils parlent une langue. Et que cette langue-là incline peut-être à penser d'une certaine manière. Et donc, lorsque Merleau-Ponty dit que dans une seconde partie de sa carrière, cette fois-ci, Husserl ne pense plus qu'il faut d'abord éloigner la langue, y compris la sienne, pour pouvoir penser les formes idéales d'une langue universelle, et au contraire, ne pas s'opposer à la linguistique empirique, c'est à ce second Husserl, au fond, que s'adresse son propre texte, sur le fait que le décentrement, ça va consister à passer horizontalement d'une langue à une autre. Apprendre une langue, c'est passer horizontalement d'une langue à une autre, et non pas s'élever vers la verticalité d'une grammaire universelle. Or, c'est d'une certaine façon, on pourrait dire donc, que le texte de Lévinas est un texte qui parle avec le premier Husserl, quand le texte de Merleau-Ponty, ici, sur l'universel latéral, parle avec ce second Husserl. C'est une hypothèse que je vous soumets et sur laquelle je serai heureux d'entendre en particulier quelqu'un qui a été très important pour moi, qui est très important pour moi pour la compréhension que j'ai de la philosophie de Husserl et de Merleau-Ponty, qui est le professeur Claude Imbert, que je suis ravi de saluer ici. Eh bien, pour revenir à ce texte et au modèle du langage, pour comprendre ce que c'est qu'un universel latéral, c'est ce qui m'intéresse le plus, et je voudrais, pour finir, commenter cela. Ce que j'appelle un universel de traduction, un universel comme universel latéral. L'universel qui consiste précisément à comprendre une rencontre des langues. C'est universel à forger ensemble à partir du pluriel du monde, un pluriel irréductible. Et le penser sur le modèle de la rencontre entre les langues, c'est le penser sur le modèle de la traduction. Parce que les langues, dans leur multiplicité, dans leur pluralité, si elles se rencontrent, c'est se rencontrer, elles se rencontrent en traduction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il y a là l'affirmation de l'égalité absolue des langues. Une chose qui est également un aspect de cette décolonisation épistémologique identifiée par Walter Mignolo à la conférence de Bandung. Le pluriel du monde, cela signifie également que toutes les langues que parlent les humains sont des langues équivalentes. Achille Mbembe a écrit que le colonialisme est monolingue, par nature. Le colonialisme, c'est l'idée précisément que les langues ne sont pas équivalentes, qu'il y a une langue, la langue impériale, ou des langues, les langues impériales, qui en particulier sont la réalisation du logos. C'est la reconduction impériale, si vous voulez, du grand partage qu'avaient effectué les Grecs entre eux-mêmes et les barbares, ceux qui étaient obligés de parler une langue pour se faire comprendre et non pas simplement exprimer le logos qui, tout naturellement, s'exprimait en grec. Et donc, le décolonial, de ce point de vue-là, ou le post-colonial, ou dans l'esprit de Bandung, il y a cette affirmation de l'équivalence des langues, et lorsque Maurice Merleau-Ponty identifie, pour expliquer l'universel latéral, dit que c'est comme apprendre une langue à partir de sa langue maternelle, c'est une manière également d'affirmer le bilinguisme ou le plurilinguisme et de dire des langues qu'elles sont toutes équivalentes. Ceci est très important parce que c'est une rupture avec le colonialisme qui précisément estimait que les langues n'étaient pas équivalentes parce que certaines langues avaient étaient porteuses tout naturellement de cet universel que d'autres langues n'avaient pas. En particulier, l'ethnologie coloniale, l'ethno-linguistique coloniale a toujours avancé cette idée que les langues dites vernaculaires, les idiomes parlés dans le monde colonial, étaient définis par ceux dont ces idiomes manquaient. Les langues des peuples colonisés étaient définis par un manque. On disait de ces langues qu'il leur manquait des termes abstraits, qu'il leur manquait le temps futur et qu'il leur manquait surtout
le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces différentes choses leur manquent? Rien, sinon que vous comparez ces langues à des langues indo-européennes et cette comparaison vous fait dire que tout ce qui n'est pas présent identiquement dans ces langues, lorsque vous les comparez à des langues indo-européennes, est une chose dont ces langues manquent. Manquer de termes abstraits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de langues qui auraient des termes abstraits, tout naturellement. Il n'y a pas de termes abstraits. Il y a des usages abstraits des termes ou des mots. L'exemple que je donne le plus volontiers, c'est toujours le mot abstrait lui-même. Il n'y a rien de plus concret que le mot abstrait. Si on regarde son étymologie, nous sommes ici entre latinistes, ab, traere, tirer de. Vous tirez de quelque chose de tout à fait concret une signification qui est une signification plutôt abstraite et vous dites que ce terme est abstrait. Eh bien, abtraere est tout à fait concret. En revanche, quand je parle de l'abstraction, j'ai un usage abstrait de ce mot. Donc, une langue en tant que telle ne manque pas de termes abstraits. Elle rencontre ou pas le besoin de donner un usage abstrait à un mot en particulier. Et d'ailleurs, je regarde mon ami Pierre Lochac, mathématicien, en disant cela, les mathématiques sont pleines de mots concrets. On y parle de corps, on y parle d'anneaux, on y parle, etc. Il y a quelques années, un grand mathématicien sénégalais qui s'appelle Sakhir Cham avait entrepris de traduire des ouvrages de mathématiques en Wolof. Et tout le monde était tout à fait admiratif de ce que ça signifiait traduire des mathématiques en Wolof. Mais en réalité, traduire des mathématiques en Wolof, c'est facile. Parce que un terme pour anneau, je le traduis simplement par anneau. Ce qui est important, ce n'est pas le mot lui-même. Et donc, le mot anneau étant parfaitement concret en français, si je prends la même chose pour dire cet anneau que je porte ici, j'aurais traduit le terme anneau. Et donc, ce n'est pas comme si j'avais traduit la structure algébrique qui s'appelle anneau, j'ai simplement pris le mot anneau en français et je lui ai trouvé son équivalent tout naturellement en Wolof. En revanche, ce qu'il y a à comprendre là, ce sont toutes les propriétés formelles qui définissent un anneau, un ensemble donné d'éléments avec des opérations comme constituant un anneau. Donc les termes eux-mêmes n'ont aucune signification, n'ont aucune valeur abstraite au départ, on leur accorde des significations abstraites. Bon, ça c'est une réponse qu'on peut faire très facilement. Le temps futur, pareil, une langue exprime toujours un événement futur, simplement elle exprimera cet événement futur d'une manière qui n'est pas nécessairement la manière dont une langue indo-européenne, par exemple, conjuguera des verbes au futur. Le verbe être, est une autre paire de manches, parce que le verbe être, justement, c'est le verbe des philosophes. En général, ça a défini toute la métaphysique occidentale. L'être est, le non-être n'est pas. Choisissez la voie de l'être plutôt que la voie du non-être. C'est le fondement même de notre discipline philosophique. Donc, le fait que ce verbe être puisse avoir à la fois une valeur absolue, comme quand je dis je pense, donc je suis, sans avoir à dire je suis quand, je suis combien, je suis comment, je suis où, je suis dans quel état, etc. Et également avoir une valeur de copule reliant un sujet à un prédicat. Alors, quand on dit des autres langues qu'elles manquent du verbe être, c'est cela précisément qu'on est en train d'exprimer, ce nationalisme linguistique qui est un nationalisme ontologique, comme a dit, selon l'expression qu'emploie Barbara Cassin. Et donc, ce modèle de l'universel latéral, pensé sur le mode du passage de langue à langue, d'une langue à une autre, du décentrement
par apprentissage d'une autre langue a des implications importantes, des implications décolonisatrices, si je puis dire, importantes, au-delà de la simple affirmation du pluriel du monde. Donc cette incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi, c'est une manière au fond de définir cet universel latéral comme universel de traduction, et c'est presque l'expression qu'utilise ce philosophe de la traduction qui est Antoine Barman, puisque comme vous le savez, le titre d'un de ses ouvrages majeurs, c'est l'épreuve de l'étranger. La traduction, c'est véritablement faire l'épreuve de l'étranger, faire subir à sa propre pensée l'épreuve d'une langue étrangère. Simplement se poser la question de savoir si je parlais une autre langue, qu'en serait-il de ce que je dis? Cet exercice de traduction est peut-être la meilleure manière d'examiner philosophiquement ce que l'on est ce que l'on dit, s'aviser que l'on parle soi-même une langue. Ainsi devenons-nous, dit-il, les ethnologues de notre propre société si nous prenons distance envers elle. Ceci, pour finir, me ramène encore à Senghor, cet éloge du bilinguisme, et je terminerai là-dessus. Senghor, le premier texte de Senghor, théorique, dans cette pensée qu'il a appelée la négritude, avec Césaire et Damas, comme vous le savez, et le texte d'une conférence qu'il a donnée en 1937 à Dakar, à la Chambre de commerce, où il était invité à faire un discours. Senghor, en 1937, venait de passer l'agrégation de grammaire qu'il avait obtenue, c'était en 1935, je regarde clair pour m'assurer. Senghor obtient l'agrégation de grammaire en 1935 et rentre pour la première fois au Sénégal. Depuis 1928, il était arrivé en France en 1928 pour faire ses études au lycée Louis-le-Grand, où il avait rencontré Pompidou, Césaire aussi. Et donc en 1935, il passe l'agrégation. En 1937, il revient au Sénégal pour la première fois depuis très longtemps. L'administration locale, l'administration française sur place, l'invite à donner une conférence à la Chambre de commerce de Dakar. C'était une manière pour cette administration française de lui rendre hommage certainement, mais surtout de montrer que la mission civilisatrice avait réussi. Parce que voici que revenait un homme auréolé de gloire, étant le premier Africain à avoir obtenu l'agrégation. Senghor est donc invité à donner cette conférence à la Chambre de commerce de Dakar, et tout ce qu'on lui demande, c'est de parler une langue magnifique, d'émailler son discours de citations latines, ça fait toujours bien, de mettre les subjonctifs imparfaits là où il fallait, et ça, il savait faire. Et donc, ceci aurait été la preuve, évidemment, de la réussite de la colonisation. Et Senghor retourne complètement l'affaire. Et il fait de la séance un éloge du bilinguisme. Et se met à dire qu'un humain complet, un humain nouveau, l'homme nouveau, c'est le langage genré de l'époque, serait celui qui parlerait aussi bien français que bambara, que sérère, que wolof, etc. L'affirmation d'une égalité et d'une absolue équivalence des langues dites vernaculaires, dont se servaient les colonisés, et la langue impériale, la langue française. Et c'est cet éloge du bilinguisme qu'il fit qui a été le premier texte de Senghor de ce point de vue-là. Et la raison pour laquelle j'évoque cette conférence de la Chambre de commerce de 1937 et son importance, c'est précisément pour faire écho à ce texte de Maurice Merleau-Ponty sur un universel latéral, pensé sur le modèle de l'apprentissage des langues, du bilinguisme, de la capacité de penser de langue à langue, de se décentrer
d'une langue à une autre, c'est également ce qu'exprime Senghor, et c'est au fond sur ce modèle-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre la révolution épistémologique appelée par la conférence de Bandung et la signification décoloniale ou postcoloniale de l'irruption du pluriel du pluriel des langues et des cultures sur la scène de l'histoire. Non pas, encore une fois, une remise en question de l'universalisme, et je reviens toujours à ce texte de Senghor parlant du fait que toute culture a pensé à la mesure de l'universel, non pas un refus de l'universel, mais l'idée que l'universel commence véritablement lorsqu'il est l'universel de penser à partir du pluriel du monde et non pas comme une élimination de ce pluriel du monde. Voilà ce que je voulais vous présenter, à la fois l'esprit de Bandung et ce que j'appelle la réaction contre cet esprit de Bandung, représenté par le texte de Lévinas, et la révolution à partir de l'esprit de Bandung, représentée par le texte de Maurice Merleau-Ponty. Voilà, j'ai parlé beaucoup et longuement et je suis heureux maintenant d'avoir vos commentaires, vos questions.